Bien, comment vas-tu? Très bien, heureux de te rencontrer pour ce troisième épisode. Absolument, puisque c'est déjà. Qui sera intitulé donc L'inconscient, le Dieu laïque, Oui. et le langage de l'inconscient. D'accord, on va parler du langage de l'inconscient. Ouais. Alors, pour mémoire, lors du premier volet, en fait, tu nous avais relaté la genèse de l'histoire de cette formule que tu as baptisée formule fondamentale dans le domaine des sciences humaines, et qui, en fait, est concentrée dans ton fameux titre, L'inconscient, le Dieu laïque. Donc ça avait été le premier volet. Lors du second volet, tu t'étais plus particulièrement concentré sur la relation qu'il y avait entre l'inconscient et l'alimentation. Oui. Et enfin donc, dans le cadre de ce troisième, tu te proposes de nous parler du langage de l'inconscient. Alors en fait, ce langage, est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est pluriel? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce langage est pluriel pour moi. Donc il y a pour moi trois types de langage de l'inconscient, qui est donc les rêves, la télépathie et l'intuition. L'intuition. Oui. Ok. Souhaites-tu commencer par l'un de ces volets? Disons que le premier chapitre, les rêves, est important puisque ça fait prendre conscience au public notamment que lorsqu'une personne rêve, eh bien c'est le langage de l'inconscient, c'est un des langages de l'inconscient qui permet à la personne de se soulager notamment de son vécu, de la journée, puisqu'il y a des rêves de type compensatoire. Lorsqu'il y a une trop grande pression, eh bien l'inconscient va soulager la psyché de la personne par un rêve compensatoire. Il y a des rêves également d'induction, par exemple, si on entend un bruit ou si on voit un film de guerre à la télé, on peut rêver de guerre également, c'est un rêve inductif. Il y a également les rêves prophétiques et prémonitoires. Donc ça, c'est très difficile à décoder, mais très intéressant. Notamment, les Égyptiens s'étaient penchés dessus. Et également, il y a un autre volet qui sont les cauchemars. Et les cauchemars sont très intéressants parce que c'est souvent la fin d'un chapitre de la vie de la personne. Ça fait partie de son évolution, telle une plante qui évolue comme un arbre, qui évolue, à ce moment-là, c'est une feuille de plus ou une fleur de plus qui monte. Ça permet l'épanouissement de l'être humain pour arriver dans autre chose. Et donc dans ces cauchemars, notamment lorsqu'il y a des rêves de meurtre par exemple, où on est tué, etc., notamment c'est des rêves d'adolescence, c'est le moment où on quitte l'adolescence pour rentrer dans le monde adulte. Voilà l'ensemble des langages de l'inconscient. D'accord. Alors, au niveau des rêves, donc, est-ce que l'on peut donc considérer que là, l'inconscient vient comme un compagnon, une aide pour... C'est fondamental, l'inconscient, il est fondamental pour que l'être humain soit stabilisé au point de vue de l'humeur, au niveau de son attention, au niveau de sa capacité mémoire, au niveau hormonal, endocrinien. Donc le sommeil est extrêmement important pour l'inconscient, ça lui permet donc de récupérer, de se reposer. Et l'inconscient a besoin de plusieurs modes de sommeil, notamment le sommeil profond, également le sommeil paradoxal, qui sont les deux sommeils principaux, ou pratiquement principaux, peut-être n'y a-t-il d'autres, mais c'est les principaux pour permettre la récupération. C'est-à-dire que le sommeil, notamment profond, qui dure 3 heures, c'est un sommeil qui permet la récupération du cérébral, et le sommeil paradoxal permet la récupération du physiologique. Donc, les personnes qui ne rêvent pas, donc le rêve est la validation d'une récupération physiologique. Donc, si une personne dort mais ne rêve pas, dans le langage de l'inconscient, l'inconscient lui dit simplement, tu ne t'occupes pas assez de toi dans ta récupération. Donc, tu vas être fatigué. Donc, pour te punir, entre guillemets, tu ne rêves pas. Mais parce que tu ne me laisses pas le temps de récupérer. Donc, soit tu dors plus tôt, c'est le message de l'inconscient, soit tu dors plus tôt et je te permets de rêver, soit tu dors trop tard, tu vas rêver de moins en moins et tu vas t'épuiser physiquement. Voilà. Et donc c'est pour ça que le rêve est un très bel outil également en termes de langage par rapport au niveau du thérapeute, c'est fondamental, dans un sens où il y a des rêves de début de thérapie, des rêves de milieu de thérapie et des rêves de fin de thérapie. Alors, est-il envisageable que nous ne nous souvenions pas de nos rêves? Oui, bien sûr. Lorsqu'on ne dort pas assez, eh bien, on ne va pas se rappeler de rêve. Il va y avoir ce qu'on appelle un épuisement nerveux
et neurologique qui va s'effectuer. Et ça peut être augmenté, et ça rejoint les travaux qu'on a fait au niveau de l'alimentation. L'alimentation peut aggraver en fait des symptômes, notamment d'insomnie. Donc ça laisse entendre que nous ne rêvons pas forcément. Il y a des personnes qui ne rêvent pas ou qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Alors normalement, on rêve tout le temps. D'accord. Mais le fait de ne pas se souvenir, ça veut dire qu'on ne récupère pas physiologiquement. Entendu, très bien. Quoi d'autre donc au niveau des rêves? Le langage donc de l'inconscient, c'est de nous aider, c'est de nous soulager, c'est de nous permettre également, tu l'as dit, au travers des cauchemars, de progresser en stade. Voilà. On pourrait dire en stade de développement. En stade de développement psychique. Est-ce que c'est simplement par le biais du cauchemar que l'on a cette indication que nous sommes en ascension, ou est-ce que par les rêves, de la même manière, nous pouvons constater des progressions en stade de développement? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des rêves, lorsqu'au niveau il y a des cauchemars, c'est-à-dire on évacue, il y a d'autres types de rêves, notamment des rêves compensatoires, qui peuvent nous donner des éléments à ce que la personne se détende de plus en plus. Hein? Donc il peut y avoir des rêves compensatoires de libération des traumas du passé. Donc on peut faire des cauchemars ou des rêves qui suite on est poursuivi, on va tomber, etc. Et on peut terminer par des rêves de fin de thérapie où on est tranquille, on est apaisé, on est serein, on a des sensations de plaisir, de joie, on mange bien, on dort, on danse, on parle avec des amis, etc. C'est très convivial au niveau des rêves terminaux et ça permet au thérapeute et à la personne de savoir où elle se trouve par rapport à elle-même, par rapport à son propre centre en fait. Hein? Et donc plus on mange bien, plus on trouve son centre, plus les rêves sont meilleurs et plus la thérapie accélère en fait. Oui. Parce que lorsqu'une personne est en thérapie, si elle mange mal et elle dort mal, elle freine elle-même son propre centrage et le rêve est un très bel outil pour le thérapeute et pour la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est exactement au niveau physiologique. Alors là, tu fais juste un petit clin d'œil par rapport au second volet en rappelant l'importance de l'alimentation. Hein. On a vu l'alimentation, mais maintenant le rêve. Comment pouvons-nous expliquer que la conscience ou le conscient ne soit pas en capacité de rêver? Mais parce que le conscient a été conçu en deuxième partie par l'être humain. Oui, historiquement. Historiquement. Et donc le conscient ne devient que l'agent complémentaire du cerveau principal en fait. Et c'est ce qu'il faut prendre conscience justement, c'est que l'inconscient va nous donner des images ou des éléments que le conscient ne voit pas. Pourquoi? Parce que le conscient a ce qu'on appelle une raison. Et la raison va prédominer sur l'inconscient et donc plus l'être humain a évolué, plus la raison a pris le pas sur l'inconscient. En fait, donc si on s'intéresse à l'homme de la rue dans sa quotidienneté, des sentiments, des émotions, des informations émanant de l'extérieur traversent son conscient. On est bien d'accord, qui pourrait être, comment dirais-je, appréhendé comme étant un filtre. C'est bien cela. Toutefois, un certain nombre d'informations nécessitent d'être d'une certaine manière gérées ou digérées, et c'est l'une des fonctionnalités de l'inconscient que de le faire, c'est cela? Tout à fait, c'est de le faire notamment par l'intuition, mais le rêve est une résultante de ce qui s'est passé dans la journée, et en fonction de la souffrance ou du stress, du trop-plein sur le plan neurologique qu'a subi la personne, le rêve va compenser, va être compensatoire, va être l'amortisseur en fin de compte de ce qu'a subi le conscient dans la journée et qu'il n'a pas eu conscience en amont en fait. D'accord. Voilà. Et ce qu'il faut savoir également en dehors de cela, c'est que le rêve aussi peut recueillir une forme télépathique d'autres personnes qui pensent à une autre personne, à une personne B, mais la personne B peut très bien dans le rêve rêver de cette personne-là qui a pensé à elle dans la journée, alors que le conscient n'en a pas conscience puisqu'il n'a pas vu la personne A. D'accord, donc si on va un petit peu plus loin, le rêve peut être le lieu de la réception de messages, on va dire, émanant d'une autre entité ou d'une autre personne que celle qui rêve. C'est ça. Entendu, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres atouts concernant le rêve que tu ne nous as pas encore évoqués? Là, je pense que ce que je viens de dire, ce sont les choses principales à ce niveau-là. On peut faire également des rêves de vie antérieure.
notre qualité de rêve de vie antérieure. Ah. Et ça, je l'ai vu en hypnose. J'ai mis une personne 2 fois 2h30 en hypnose. Et après, elle a rêvé qu'elle était dans des voitures mais datées de 1860. Elle n'existait pas, avec des femmes à longues robes, etc. Et donc, c'était l'histoire de sa mère qui était une comtesse, et qui était avec un comte et qui avait un domaine, etc. Et elle se revivait dans les robes et dans les voitures de l'époque. Oui. Alors qu'elle n'était pas née. Alors là justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que à la fois le rêve peut porter en fait, si je puis me permettre, sur les 3 temps. Sur celui du présent, c'est-à-dire ce que j'ai vécu dans la journée et que d'une certaine manière qui est retraduite par l'inconscient, mais également on voit bien que là, dans ce que tu viens d'évoquer, ça peut être un voyage par rapport au passé, et tout à l'heure tu évoquais un voyage par rapport à l'avenir lorsque tu parlais des rêves prémonitoires. Hein? Donc là, en fait, le rêve, il peut déambuler dans les couloirs du temps. Complètement, il traverse le temps et l'espace, en fait, et l'inconscient est le réceptacle, le récipiendaire de tout le passé de nos aïeuls. Et c'est ça qui est fantastique. L'inconscient peut nous faire devenir une autre personne que ce que nous sommes à l'origine. C'est-à-dire, dans les travaux que j'ai faits, notamment, et on en parlera sur l'intuition dans le dernier volet par rapport aux valises en cuir, lorsqu'on remonte dans le passé, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, quand on traverse la période de l'accouchement, la période de la conception et la vie antérieure, on voit qu'au niveau humain et au niveau de la conscience devient conscience éveillée, et à ce moment-là, on augmente sa vision en interne, sa voyance, si tu veux, et à ce moment-là, on peut prévoir ou prédire ce qui peut arriver dans le futur. Et ces travaux-là ont déjà été faits du temps des Égyptiens, puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur les rêves, entre autres, et énormément, et après il y a d'autres peuples qui l'ont fait, notamment Dr Harrison a fait une étude sur les Sinoï, qui était, je l'avais déjà dit, je peux le répéter, bien sûr, où c'était un peuple qui gouvernait uniquement par celui qui faisait le rêve le plus fantastique, mais c'était le chef de la tribu, parce qu'on lui donnait comme capacité le pouvoir de pouvoir prédire l'avenir, donc de protéger la tribu. Plus tard d'ailleurs, dans un volet qui succédera à celui-ci, on reparlera sans doute de chamanisme, mon cher Lionel, tout à fait. Alors, donc, certains grands psychanalystes ont des fois connoté le rêve d'une certaine manière. Par exemple, notre ami Freud, qui ne parlait principalement que de sexualité. Toi, par rapport à une approche, entre autres, freudienne, ton approche est bien plus généraliste que ça. Complètement. D'accord, il n'y a pas... Ok. Le message traduit par l'inconscient peut revêtir plusieurs couleurs, plusieurs aspects, plusieurs niveaux de conscience éveillée, plusieurs types de révélations, et ce n'est pas que la sexualité. Alors, que j'ai évoqué d'ailleurs. Que tu as évoqué, d'accord. Alors, lorsque nous recevons en phase diurne, donc éveillé, nos rêves ou des fragments de nos rêves, comment pouvons-nous les utiliser, enfin, qu'en faire en fait? Qu'en faire, il faut d'abord les noter. Alors je dis aux personnes, lorsqu'elles dorment bien, de mettre sur sa table de chevet un calepin avec un crayon, et dès que la personne rêve, qu'elle puisse noter immédiatement le rêve complet, la phrase complète, mais surtout ne pas se lever en allant prendre sa douche en disant au retour de ma douche, je vais m'en rappeler, parce que 9 fois sur 10, ou quasiment 10 fois sur 10, on a complètement oublié le rêve. Donc ce rêve est un trésor, je le dis aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est un trésor qu'il faut systématiquement noter, parce que ça peut nous indiquer dans le futur ce qui peut arriver, ou ce qui est arrivé antérieurement, ou ce qui va arriver présentement. Donc ça nous donne plusieurs éclairages, et ça peut aider la personne à justement prévenir un accident par exemple, parce qu'il y a des rêves de prémonition, notamment il y avait une jeune fille qui avait rêvé qu'elle était sur le margelle d'un puits avec une planche qui était pourrie, et que si elle marchait sur cette planche, elle allait tomber. Et donc elle a joué avec ses amis, ils ont mis une planche sur la margelle du puits, ils se sont amusés à traverser le puits, et quand ça a été son tour, elle a refusé de monter sur cette planche, et celle qui a suivi est tombée dans le puits.
Donc déjà, elle avait fait une chose. Et une autre histoire qui était arrivée, c'est qu'une maman avait rêvé que sa fille allait avoir un grave accident en avion et qu'elle allait mourir. Donc, affolée, elle appelle sa fille à l'aéroport en disant « Ne prends pas cet avion, tu vas avoir un grave accident, tu vas mourir, tu vas disparaître dans l'avion. » Et sa fille ne l'a pas écouté, elle a pris l'avion et l'avion a eu un grave accident et sa fille est morte. Alors, si l'on reste sur cette notion de rêve prémonitoire, en fait, sachant que c'est notre inconscient qui nous en instruit, il y a donc un constat à faire en tous les cas. C'est que cet inconscient, lui, il se promène dans le temps puisqu'il est capable de nous annoncer à l'avance. Même des années à l'avance. Mais même des fois des années à l'avance. Même des années à l'avance. Dizaines d'années d'avance. Oui, tout à fait. Donc, il est détenteur d'un grand secret, entre autres. Mais il est détenteur d'un savoir, c'est-à-dire que moi je pense, en tant qu'analyste, en tant que chercheur, d'après ma théorie, que tout est écrit à l'avance. Il n'y a aucun hasard. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Donc là, tu rejoins certaines spiritualités ou religions qui sont fatalistes, on va dire. Pour moi, c'est pas du fatalisme. Pour moi, c'est simplement la réalité. C'est une préscience que l'être humain a en lui, mais qu'il a perdu parce que son conscient a complètement, et par l'éducation, la culture du pays, a complètement obéré les intuitions de l'être humain. Et il faut remettre l'inconscient à sa vraie place. C'est la place number one et la place numéro un. Alors, revenons quelques instants sur cette prise de notes, effectivement, immédiate ou quasi immédiate le matin. Sachant que le rêve s'estompe très vite, un peu comme un mirage. C'est ça. Okay. Et là, on touche à la notion justement d'interprétation, parce que parfois, lorsque tu parles de rêve prémonitoire, l'événement peut être relativement clair à comprendre, mais parfois, il est bien plus embrouillé que cela. Comment analyser un rêve qui souvent d'ailleurs paraît un peu irrationnel, incohérent. Un rêve prémonitoire, là je te rassure, il est cohérent. Oui. Il n'est pas à clé ou à rébus en fait. Quelque chose qui est, pour moi, les trois quarts. Très souvent, il est très clair. Le message est très clair. Il y a des rêves qui sont dans le sens où l'accident, ou il va t'arriver quelque chose, quoi que ce soit, c'est plus clair. Par contre, il y a certains rêves qui sont prémonitoires, mais qui ne sont pas forcément graves, ni importants, ni quoi que ce soit, où là, la frontière est ténue. C'est-à-dire, j'avais une personne qui avait un côté médiumnique, qui m'avait évoqué une histoire qu'elle a rencontré un garçon au moment d'un bal, par rapport à une voiture, etc. Et moi, je l'avais traduit en tant qu'analyste, dans un sens, elle avait le désir de rencontrer un homme et qui va l'abandonner ou quoi que ce soit, et ça ne va pas bien se passer, etc. Donc je l'avais traduit au niveau de l'onirologie, dans un sens, je traduis le rêve. Et en fin de compte, ce simple petit rêve était totalement prémonitoire de A jusqu'à Z. Voilà, donc tu vois, la frontière parfois est ténue, et c'est là la magie de l'interprétation des rêves. Je pense qu'il y a des rêves qui sont communs, qui permettent une interprétation générale, mais parfois des rêves d'interprétation générale peuvent être faux, puisque chaque personne peut avoir sa propre indication. C'est bien là-dessus. C'est la difficulté. C'est bien là-dessus. Et oui, bien sûr. Vois-tu d'autres informations importantes liées à cette notion de rêve qu'on n'aurait pas abordé? Non, je pense qu'on a fait le tour de ces rêves, au niveau de toute la fonctionnalité. Alors, voilà. Le temps nous est peut-être venu d'aborder le deuxième des trois volets. Le deuxième des trois volets, oui. Alors, tu souhaites nous parler de quoi? De la télépathie. De la télépathie. Oui. Tu nous en as touché quelques mots tout à l'heure. Allons un petit peu plus loin donc. Oui. Alors. La télépathie, depuis longtemps, l'être humain a toujours voulu savoir ce que pense l'autre de soi-même. Et donc, il y a des recherches qui ont été faites par les Américains, notamment lors de la guerre froide, par les Russes et par d'autres, la France et par d'autres pays, pour savoir si par télépathie, ça pouvait exister entre les êtres. Et il y a des jumeaux américains, il y a longtemps, avaient une particularité du fait que c'était des jumeaux, de pouvoir communiquer par télépathie entre eux.
Et en fait, en Amérique, rien ne se perd. Donc, ils ont été dans des foires pour faire des tours au niveau des numéros, etc., pour savoir si l'autre pouvait, en tant que récipiendaire, s'il pouvait capter ou... récepteur, Oui. excuse-moi, Oui, en tant que enfin, récepteur, oui. pouvait recevoir l'émetteur, c'est-à-dire de son fois qui lui a lancé le message. Ok. Et ça marchait très bien. Donc là, c'était démontré que la télépathie fonctionne notamment au niveau des jumeaux. Ça fonctionne également entre la mère et les enfants, au niveau télépathique, puisque la mère peut très bien entendre le cri de l'enfant par télépathie. Et peut même entendre le cri d'un enfant ou sentir que l'enfant ne va pas bien, alors que l'enfant ne peut pas parler. Et donc il y a une magie quand on est, en fait, on est extrêmement télépathe. Hein, On est très sensible, on est hypersensible, on est dans une hypersensorialité parce qu'on n'a pas la fonctionnalité de la parole. Au niveau des 5 sens, on n'est pas complètement développé. Donc à chaque fois qu'il y a un manque dans la nature, il y en a un autre qui se développe. Donc cette hypersensorialité de l'enfant va, sans comprendre le langage, par télépathie, va comprendre exactement si la maman va bien, si elle est contente, si elle est heureuse, si elle est en colère, si elle aime l'enfant, si elle avait envie d'enfant, etc. Et donc l'enfant, dès le départ par télépathie, va immédiatement savoir s'il est aimé ou pas. Et ça, si tu veux, cette perception, on la perd au fur et à mesure dans le temps, parce que la raison et le conscient est toujours... En fait, un peu comme un bouclier va éteindre cela. Cette intuition. Et c'est pour ça que notamment les valises en je reviens, c'est le droit tout à l'heure, etc., peut nous faire revenir à l'état de l'enfant avant la naissance pour arriver à avoir cette capacité télépathique. Et ce sont des travaux que j'effectue actuellement. Et je nettoie de plus en plus le passé, on en reparlera sur l'intuition. Donc la télépathie, ce sont des messages qui sont transmis par la pensée, donc il y a toujours une notion d'émetteur et de récepteur, bien sûr. Et de récepteur. Alors, juste quelques instants avant d'approfondir ton propos, replaçons bien les choses. Tout à l'heure, premier chapitre, on parlait des rêves. On voit bien que là, il s'agissait d'une transmission, d'une information émanant de l'inconscient d'une personne vers son conscient. Donc on ne parlait que d'une seule personne. On voit bien que donc là dans ce second chapitre, nous parlons d'une relation entre au minimum 2 personnes. Et en plus, il y a un distinguo que tu commences à faire, c'est que lorsque l'on parle de télépathie, on peut parler de 2 types de télépathie, c'est-à-dire une télépathie de l'inconscient de l'un à l'inconscient de l'autre, tout comme une télépathie du conscient de l'un au conscient de l'autre, on est bien d'accord. Hein? Alors, lorsque tu parlais par exemple des recherches militaires et de pouvoir transmettre une information télépathiquement, on parlait à ce moment-là de conscient à conscient. Toi, tes propos sont plus particulièrement orientés d'inconscient à inconscient. Sommes-nous bien en phase? C'est ça. Entendu. C'est ça, c'est-à-dire que dans la télépathie, le message est perçu par l'inconscient, qui est récepteur. Après, il devient émetteur au niveau du conscient. C'est comme ça que je conçois. Pour moi, c'est la gare d'aiguillage de l'être humain, en fait. Alors, en fait, cette télépathie, donc, quel est son distinguo en termes de langage par rapport aux rêves? Tout à l'heure, donc, tu nous as expliqué que les rêves avaient une fonction d'éclairage, je dirais, aidante ou informante, on est bien d'accord. Là, maintenant, la télépathie, elle sert à quoi? Enfin, quel est son... Mais la télépathie, ce sont des messages extrêmement courts. Il est très commun que lorsqu'on va appeler quelqu'un au téléphone, que l'autre va appeler en même temps. Après, la question c'est qui a émis en premier, qui a reçu en premier. Ça, c'est une question fondamentale. Et il y en a qui disent que en fait c'est une coïncidence. Et moi je pense qu'il y a un émetteur et un récepteur. Intuitivement, je pense qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et ça peut se jouer en millisecondes, dans le millième. Donc on peut déclencher dans l'espace, tiens, il faut que j'appelle Michel. Et la personne va recevoir, tiens, Bernard veut m'appeler. Et pourquoi je pense à Bernard? Non, c'est pas Bernard je veux m'appeler, c'est tiens, je pense à Bernard. Tiens, est-ce que Bernard veut m'appeler? Le message en télépathie, ce sont des messages qui sont très fins, très courts, comme un rêve qui peut partir.
c'est très ténu en fait. C'est une toute petite voix, c'est tac, des choses comme ça. Petite étincelle. Ça arrive, mais ça part. C'est comme un rêve, si tu veux, à l'état d'éveil, si tu veux. Et comme le conscient, quand il est en état de transe, hop, l'inconscient peut donner l'information et va la donner en temps réel en fait. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps attentif, le conscient ne peut pas tout contrôler. Bien sûr, oui. Donc oui, c'est très concentré, enfin, c'est vraiment une formule qui va très vite. Est-ce qu'on peut parler de vibration, d'onde, ou est-ce que je m'égare quand je parle de... Alors voilà, pour moi, je pense que le langage de l'inconscient traverse l'espace, traverse la planète, je dirais même traverserait l'univers, à la vitesse de la lumière. Il faut savoir que la vitesse du langage de l'inconscient, c'est 340 000 km par seconde. Il va à la vitesse de la lumière. Et il la dépasse même, parce que c'est 300 000 normalement. Ouais. C'est 300 000. 300 000. Autant pour moi, alors je me suis trompé, ça va à 300 000 km par seconde. Très bien. Et donc, l'inconscient, ça va très vite, ce qui fait que le conscient, quand il perçoit l'information qui est dans l'instant, il est toujours surpris parce qu'il ne s'attend jamais à avoir ce type d'information. Et après, il dit, mais qu'est-ce que je fais du bébé, quoi? Qu'est-ce que je fais de cette chose-là? Et en général, elle dit, oh tiens, non, c'est simplement mon conscient qui a dû penser à elle à ce moment-là. Donc, le conscient n'a pas la perception aiguë de l'inconscient. Donc, c'est un travail à faire sur soi en méditation, notamment, un entraînement qu'il y a à faire par des techniques, pour justement faire émerger cet inconscient par rapport au conscient, pour augmenter justement sa capacité télépathique. Et donc, parce que si tu n'effectues pas un travail régulier de méditation et d'entraînement, tu perds, le cerveau étant un muscle, tu perds cette faculté extrasensorielle par rapport à l'inconscient. Et ça te permet encore plus d'aimer ton inconscient, d'aimer ton inconscient, de rassurer ton inconscient, de mettre ton inconscient en sécurité. C'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais un bébé sensoriel qui est juste à la naissance, qui est toujours au fond de toi-même. Tu as toujours cette mémoire profonde, télépathique qui est au fond de toi. À toi d'aller la chercher par un travail personnel en thérapie ou par un travail par hypnose. Et tu vois, tu as évoqué la notion de bébé, d'enfance, et ça me fait penser à l'éventuel parallèle que l'on pourrait faire concernant les peuples humains. Historiquement, il semblerait qu'il y ait pas mal de peuplades, qui aient pratiqué la télépathie lors de l'enfance de l'humanité, je dirais. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Moi, je pense, en tous les cas, entre autres aux aborigènes australiens, mais aussi à plein de tribus en Amazonie, ou ici ou là, localisées sur la planète, qui vraisemblablement, à l'époque de la préhistoire, fonctionnaient de manière télépathique. Oui, parce que très certainement, le conscient n'étant pas prégnant, ils étaient très proches de leur instinct primitif. Et en fait, ils pouvaient avoir cette fonctionnalité que nous avons perdue. Et du fait peut-être aussi que leur langage n'était pas aussi développé que ça, en tout cas ils étaient dans une forme de... C'est pas une question de forme de langage, je pense que c'est dans l'évolution humaine, cette fonction télépathique, on la perd au bénéfice du conscient, et du fait aussi que le conscient a fabriqué une société dans laquelle on a tellement superposé un nombre d'informations colossales, en fin de compte, que quand les ondes télépathiques arrivent à l'être humain, eh bien, on ne les entend plus, on ne les voit plus, ou on n'y fait pas de cas, en fait. Tu vois, oui. Et donc je pense, en revenir pour la fréquence, que je n'ai pas répondu à la question totalement par rapport à la fréquence de la télépathie, je pense qu'effectivement il doit y avoir une fréquence. Alors est-ce que c'est un infrason, est-ce que c'est quelque chose qui nous dépasse? Je pense que c'est une onde magnétique, plutôt. Comme l'électricité en fait, une onde électrique, une onde électromagnétique, voilà, plutôt électromagnétique, qui est transmise dans l'espace, et comme tous les inconscients sont reliés entre eux, nous sommes tous interconnectés les uns par rapport aux autres, et bien cette information électromagnétique est perçue donc par l'inconscient en tant que message, puisque l'inconscient est unique, comme tu peux le savoir, et donc cet inconscient peut communiquer à tout un chacun des ondes télépathiques des uns par rapport aux autres. Voilà. Mais pour cela, il ne faut pas que le conscient soit complètement occulté par une vie complètement débridée, où on court, mais on ne s'arrête jamais. En fait, si l'on peut tenter une image, ça serait comme de dire que l'onde émise par l'inconscient viendrait percuter un matelas beaucoup trop important
que serait le conscient, et ce conscient empêcherait en fait la vibration comment dirais-je, de fonctionner, enfin d'être prise en compte, d'être identifié. C'est-à-dire que le récepteur ne peut pas recevoir l'onde parce que l'onde elle est coupée. Elle est coupée. Il y a un matelas, il y a un voile, on peut prendre toutes les images qu'on veut. Augmenté par une mauvaise alimentation là qui coupe complètement tous les circuits, tous les réseaux électromagnétiques. Donc un peu comme un mur ou comme une lourdeur ou comme des corps morts. Enfin, tout à fait. Ça, on pourrait prendre cette image-là. Ouais. Alors, au-delà de tout ce que tu as pu dire sur la télépathie, force est de constater, et là, il y a plein de témoignages qui évoquent le fait que des nouvelles idées, des nouveaux concepts, comme par magie, mais on va le dire avec sourire maintenant, sont apparus ici ou là dans l'histoire de l'humanité, à des endroits extrêmement différents de la planète. Mais de par l'explication que tu es en train de nous donner, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Ce sont des inconscients qui ici ou là ont transmis par télépathie une idée. Donc il y a sans doute eu au moins un premier émetteur, et puis d'autres qui ont réceptionné ici ou là. C'est bien cela ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est le mode de la télépathique, ce mode de fonctionnement qui était courant, ne l'est plus maintenant, quoi. Oui. Alors, en tous les cas, si on reste sur cette notion, il y a quelque chose qui peut être intriguant, c'est qu'est-ce qui fait qu'une idée révolutionnaire puisse parfois apparaître à différents endroits de la Terre, mais à un moment donné de l'histoire. Tu vois, qu'est-ce qui fait que cette idée ne soit pas arrivée 2 ou 3 siècles avant Comment l'expliquer ? Comment expliquer ? Répète ta question. Pardon. Je la refais, regarde. Au fil de l'histoire, par moment, il est arrivé qu'à des endroits extrêmement différents de la planète, une même idée émerge. Oui. Et qui soit révolutionnaire. Et ma question, mais je ne sais pas si tu en as la réponse, c'est qu'est-ce qui fait par exemple que cette idée révolutionnaire n'ait pas été émise 5 siècles auparavant ? Qu'est-ce qui fait que cette idée n'apparaisse qu'à ce moment-là, qu'elle n'émerge qu'à ce moment-là ? Parce que je pense que le conscient est toujours, comment dirais-je, le conscient est en évolution constante. Donc il va créer des situations. L'inconscient va émettre des messages régulièrement. Donc en fonction des situations de la société telle qu'elle est, il y a résonance ou pas. Il y a résonance ou pas à ce niveau-là, mais il y a toujours notamment au niveau des idées révolutionnaires, c'est quand le conscient va trop loin au niveau sociétal, il y a une révolte de l'inconscient collectif, donc comme les révoltes arabes, comme les révoltes de 1789, comme la révolte de 1914 au niveau de la révolution bolchevique, etc. Quand la société ne tourne pas rond, les révolutions, les inconscients collectifs dans le monde entier et par les sociétés dans lesquelles on se trouve vont se déclencher. Et elles vont se déclencher à divers titres en fonction de l'avancement de la société. Comme la première ère, deuxième première industrielle, absolument, etc., post-industrielle, etc., le tertiaire, le quaternaire, etc. Et à chaque fois que que les riches deviennent plus riches, c'est-à-dire que c'est la victoire de la raison sur l'inconscient, il y a un appauvrissement de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif se réveille en disant que le conscient fait n'importe quoi, qu'il faut mieux répartir les richesses. Donc l'inconscient va faire des révolutions, mais c'est ça à tous les stades de la société, depuis l'aube de l'humanité, depuis le temps que nous étions des grands singes jusqu'à maintenant. Ça a toujours existé en fait, les révoltes. Et le mot révolutionnaire est très important dans ce que tu dis. C'est la révolte de l'inconscient qui dit maintenant ça suffit, quoi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ça éclate à un certain point, parce que lorsqu'une société, au niveau sociétal, fait que les richesses sont qu'à une minorité aux mencheviks et que les bolcheviks, ça veut dire la majorité en russe, deviennent pauvres, à ce moment-là, on mange de riches. Et ça se rejoint également dans ces fameuses révoltes populaires chinoises depuis des siècles, des millénaires, depuis très longtemps. Dans l'histoire des Chinois, c'est extraordinaire. Ils n'arrêtent pas de se taper dessus. C'est-à-dire que dès que l'empereur était trop riche et qu'il appauvrissait la masse, l'ensemble des peuples chinois se révoltaient régulièrement, abattaient l'empereur et en mettaient un autre à la place. Et la révolution chinoise dans un pays aussi vaste, avec une telle population,
comme c'est ce qui s'est passé également en France avec les rois, quand Louis XIV ou Louis XVI, quand on a coupé la tête, etc. Nous, c'était à petite échelle. Chez les Chinois, c'était à grande échelle. Et c'est récurrent. Et à chaque, par exemple, Kadhafi qui opprime le peuple se révolte. Ben Ali qui opprimait le peuple se révolte. Bien sûr. Hein, donc quand on ne répartit pas la richesse et l'inconscient se révolte, donc ces ondes télépathiques, si tu veux, du peuple, se transmet à la vitesse de l'éclair. Donc une aile de papillon, métaphoriquement, peut faire un ouragan de l'autre côté de la planète. Ça part du même principe au niveau de l'inconscient. Moins de vibrations d'un seul inconscient peut faire révolter l'ensemble de l'inconscient collectif, comme par exemple cet ouvrier tunisien qui s'est immolé par le feu. Cette répercussion, c'était le signal qui est de l'induction de son inconscient de révolte. Son inconscient, à travers le temps et l'espace, a complètement été que c'est comme une bombe atomique. C'est comme une bombe atomique, si tu veux, un inconscient. Attention, un inconscient, c'est comme une bombe atomique. Quand il explose, l'inconscient, il va émettre une vibration, une fréquence électromagnétique sur l'ensemble des peuples qui vont se révolter. Et qui vont percuter beaucoup de conscience. Donc, chaque être humain sur Terre a un pouvoir de renverser des gouvernements et des peuples, parce qu'on ne pourra jamais maîtriser un inconscient. Jamais. En fait, donc l'inconscient, donc lui, c'est du continu depuis peut-être, sans doute depuis toujours, on va dire. Cet inconscient, en fait, c'est comme un immense Internet. C'est un immense Internet, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, il y a les phrases qui peuvent être dites par Facebook, mais même s'il n'y a pas Facebook, ça marche quand même. Oui, en fait, on se rend compte que, bien évidemment, maintenant, l'Internet est à la connaissance du conscient, de nos consciences, mais depuis toujours, notre inconscient, lui, c'est un Internet qui peut propager des idées. Et alors, donc, je voudrais juste revenir, Lionel, pour qu'on s'assure d'être bien clair là. On voit bien l'un des rôles de l'inconscient, c'est lorsque, par exemple, il est en révolte, c'est-à-dire qu'il sent qu'il y a danger pour les êtres humains, on est d'accord. C'est ça. Au-delà de cela, on voit bien qu'il peut également, il propage en fait, en continu, tout un ensemble d'informations, mais qui ne trouve écho aux prises de conscience qu'en fonction du stade de conscience atteint par les êtres humains. Nous sommes bien d'accord ? C'est ça. Et notamment au niveau de la survie alimentaire. Et entre autres... Parce que les révoltes arabes sont des révoltes de famine. C'est parce que les produits de première nécessité ont tellement augmenté qu'ils ne peuvent pas acheter du pain pour se nourrir. La révolte du pain, n'oubliez pas la Révolution française, ils ont pas de pain qui mangent la brioche, disait Marie-Antoinette. On est à ce stade-là. On ne peut rien faire, aucun gouvernement ne pourra rien faire contre un estomac affamé ou assoiffé. S'il n'a pas d'eau et s'il n'a pas de pain, un estomac va toujours se révolter. D'ailleurs, ça n'est pas neutre, là nous le disons pour nos auditeurs et nos spectateurs, ça n'est pas neutre que nous ayons choisi avec Lionel comme second volet, juste après la Genèse, celui de l'alimentation, parce qu'on savait qu'il était primordial. Il était primordial. Fondamental, puisque on a dit qu'un aliment, quel qu'il soit, est un véritable médicament, dans le sens, donc il faudrait enlever tous vos médicaments de votre boîte à pharmacie et prendre une pharmacie tout à fait naturelle et végétale qui est dans la nature. Et on a besoin, non seulement avec les aliments produits par la nature, c'est une très bonne pharmacie, mais en plus on peut se soigner avec des simples, avec des plantes, et qui a des molécules très simples qui peuvent soigner de manière très efficace. Et les homéopathes me comprendront à ce niveau-là. N'est-il pas temps, Lionel, d'aborder le troisième volet? Le troisième. Et ce troisième volet, en fait, il a évidemment des correspondances avec les deux premiers. Il s'appelle l'intuition. L'intuition. Alors, l'intuition, c'est le langage de l'inconscient qui émet un message au conscient. Voilà. Et après, le conscient qui va suivre le langage de l'inconscient, c'est-à-dire tourne à droite, tourne à gauche, mange pas ceci, mange pas cela. C'est toujours des messages qui sont encore très ténus, comme la télépathie et le rêve. Le message de l'inconscient, c'est quelque chose qui est extrêmement ténu. J'ai un exemple, j'ai un monsieur qui roule avec sa femme le long d'une route, et puis en roulant, l'inconscient lui dit tourne à droite. Et puis en roulant, il dit mais pourquoi je tourne à droite? Si je tourne à droite, je vais me faire engueuler par ma femme, donc le conscient déjà il invente les histoires, donc il continue tout droit. Bon, 300 mètres plus loin, les gendarmes l'ont arrêté parce qu'il a été pris au radar.
Tu vois, c'est un truc. Oui, je pense qu'on a tous, dans nos vies, on a tous une série d'anecdotes comme ça. C'est Pléiade, absolument. Tourne à gauche, tourne à droite. Des amis qui ne se sont pas vus, par exemple. Un exemple, pendant 10 ans, il y a 2 personnes qui ne se sont jamais vues. Et puis ils sont dans une ville qui ne sont pas leur ville habituelle. Et puis à un moment donné, l'inconscient dit tourne à gauche et tu trouveras quelqu'un. Et la personne suit son intuition, tourne à gauche. Et elle voit la personne, un vieil ami de 10 ans. Bien sûr, tout à fait. Donc, et c'est ça qui est important. Suivre ses intuitions, c'est suivre la voie du milieu, la voie de la vérité. Alors on va réaborder tous ces aspects. Donc en fait, déjà l'intuition, c'est quelque chose dont on prend conscience, mais qui n'est pas explicable. Mais on est bien d'accord, c'est pas explicable. C'est pas le conscient en fait. C'est inopiné. Enfin, ça paraît même des fois un peu incongru. En tous les cas, ça échappe complètement à ce côté rationalisant du conscient. On est bien d'accord. Très bien. Par contre, c'est informant, ça donne des informations. On peut constater d'ailleurs que suivant les principaux profils des êtres humains, et tu en as une très belle illustration, il y a des gens qui sont plus ou moins intuitifs. Complètement. Et on s'est rendu compte d'ailleurs d'une chose qui est très intéressante concernant les gens très intuitifs, c'est que à l'opposé des gens qui l'étaient peu, ils sont plus en observation et en relation avec l'intérieur, donc l'inconscient, qu'en capacité d'observer ou de déceler des choses par rapport à l'extérieur. Souvent, une personne intuitive, elle n'est pas forcément très observatrice ou très consciente de... Si, elle est extrêmement observatrice, mais les éléments qu'elle recueille, en fin de compte, les signaux qu'elle recueille de l'extérieur, elles sont capables de l'intégrer au niveau de l'inconscient et d'en ressortir de l'intuition. D'accord. En fait, il y a une conjugaison. C'est une conjugaison d'une observation consciente ou inconsciente, où l'inconscient va plus voir que ce que voit le conscient, et il va pouvoir déterminer en fonction de ce qu'il voit une métaphore, une théorie, une vérité qui peut lui être révélée à ce niveau-là, qui est par exemple, je dis une chose par rapport à un mari qui rentre, etc. La femme l'observe, etc. Et elle pressent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elle ne sait pas quoi. Bon, et puis l'homme s'approche et puis elle sent un parfum qui lui est inconnu. Voilà, donc cet homme a peut-être été le voir une autre femme, donc son inconscient va lui donner une intuition qui va dire ton mari t'a trompé. C'est une information, c'est un signal. C'est un signal. Cette personne, par l'observation, etc., et parce qu'elle va recueillir dans ce qui est vu et non vu, dans le dit et le non dit, en fin de compte, eh bien l'inconscient va le décoder. Et les femmes ont de très fortes intuitions sur ce plan-là. C'est pour ça que je dis souvent aux hommes, ne faites pas n'importe quoi, parce que les femmes, de toute façon, ont une prescience à ce niveau-là, une intuition qui est extrêmement puissante. Ils peuvent même parfois avoir une forme de télépathie plus puissante que nous. En fait, donc de seconde en seconde, notre inconscient nous transmet des messages que on va baptiser intuition. Peu de ces messages sont recueillis par le conscient des êtres humains, mais tous autant que nous sommes, à un moment ou à un autre de notre histoire, on a une histoire à raconter par rapport à ça. Tout à fait. D'accord. À un certain moment, tu nous as évoqué une valise. Oui. Ne serait-il pas temps de nous éclairer à ce niveau-là? Voilà. Alors donc, justement, par rapport pour le développement de cette intuition, j'ai inventé un CD d'hypnose qui s'appelle Valise en cuir universelle. Ce CD Valise en cuir est fondamental. C'est l'un des plus beaux travaux que j'ai jamais fait. Et moi, je pensais à l'origine que ces CD Valise en cuir, en fait, c'est une métaphore dans laquelle l'inconscient, en hypnose, bien sûr, c'est un CD d'hypnose, votre inconscient va rendre à votre père et à votre mère leur valise, et dans chaque valise, il y a leurs peurs, leurs angoisses, leur narcissisme et leur propre histoire. Donc, et par effet de répétition, si tu veux, par rapport au CD des valises en cuir, l'inconscient va rendre les peurs, les angoisses à ses parents. Et cette répétition de ce CD d'hypnose remarquable va faire en sorte que vous allez nettoyer vos anneaux de vie.
Alors, si tu veux... Bah justement, voilà. Là, il faut que tu nous éclaires parce que tu as une belle analogie à nous faire. Alors, peut-être avant de revenir sur cette notion d'anneau, tu vas très bien nous l'éclairer. Pour la première fois, là, tu introduis la notion du père et de la mère. Est-ce que tu nous en... Enfin, pourquoi nous parles-tu tout d'un coup de nos parents dans cette histoire? Pourquoi? Parce qu'ils ont chargé notre conscient Tout à fait. C'est ça? Le schéma parental a chargé notre conscient dès la naissance. Dès la naissance, d'accord. Même avant la conception. Oui, même. Okay. Pendant la conception. Entendu, très bien. Et après la conception. Okay. Et donc, ils nous ont chargé en émotions, ils nous ont transmis leur histoire, notamment par la mémoire de la peau. Et cette mémoire de la peau est une notion japonaise qui est extrêmement importante et qui, notamment, est apprise dans le budo, qui est l'art primitif des Japonais. Donc, toujours avant de nous évoquer ton analogie d'anneau, comprenons donc le message que tu nous transmets là, c'est que au fur et à mesure des années qui passent, nous créons des sensations liées vraiment à notre personnalité, mais nous continuons de porter, entre guillemets, la valise, on va garder cette notion de valise, j'allais dire le fardeau, la valise des principales peurs, émotions, sentiments, etc., que nous ont transmis au travers de l'éducation nos parents. Et toi, ton message, c'est que il faut que nous nous en allégions. Voilà. C'est bien ça. Hein, c'est ça. D'accord. Et donc, avant de nous parler de cette manière d'alléger, est-ce que tu peux nous expliquer l'analogie? Pourquoi est-ce que tu nous parles d'anneaux, des anneaux? Alors, les anneaux, ça vient d'une recherche. C'est là, je vais faire un petit développement pour faire comprendre aux téléspectateurs comment un chercheur holistique en est arrivé là. C'est-à-dire qu'à l'origine, je voulais surtout pas faire, c'était des travaux que je faisais notamment en cabinet, mais je voulais absolument pas faire de CD d'hypnose parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et lors de ma venue à Paris, j'ai fabriqué donc, ces CD d'hypnose, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur mon site, mais notamment celui-là. Et donc j'ai transmis à une patiente de Paris, une parisienne. Et donc cette patiente me téléphone un jour en me disant « Eh bien voilà, Monsieur Agulot, je l'ai passé une fois par jour pendant 8 jours. » Et moi j'ai un peu paniqué parce qu'en disant je trouvais ça faisait trop. Et donc, si tu veux, par rapport à ce travail, je me suis dit elle va être en surdose automatiquement, donc elle ne va pas avoir le temps de digérer cela. Parce que moi je pensais que ce CD d'hypnose, 1 ou 2 passages suffisaient, et puis c'était tout, on avait réglé le problème du schéma parental. Bien. Et cette personne m'a rétorqué, elle m'a dit une phrase tout à fait stupéfiante, elle me dit « Oui, mais Monsieur Agulot, au 8e passage, les valises de mon père étaient plus lourdes qu'au premier passage. » Alors partant de là, m'est venue l'idée, par mon inconscient a pris cet élément-là, et immédiatement mon intuition est montée à la vitesse de l'éclair, et j'ai dit bon sang mais c'est bien sûr. Eureka. Comme disait l'inspecteur Bourrel, bon sang mais c'est bien sûr. Moi je préfère Eureka. Eureka, Eureka j'ai trouvé. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, je crois qu'on commence à le comprendre. Merci Lionel. Et donc à ce moment-là, ça m'a répercuté en fait une notion qu'ont fait des chercheurs comme quoi les primates dont nous descendons, l'ancêtre commun avec les bonobos, c'est que ce sont les arbres qui ont fabriqué notre espèce. Les arbres à l'origine faisaient des fruits à forte écorce et il fallait des primates à forte mâchoire pour casser cette écorce, manger les graines et ensuite, en faisant les matières dans la nature, disséminer les graines de ces arbres, si tu veux, et faire en sorte de pérenniser la forêt. Mais là-dedans, ma question c'est, mais quid des anneaux? Alors, quid des anneaux? Alors justement, puisque ce sont les arbres qui nous ont fabriqués, il faut savoir que lorsqu'on coupe un arbre en coupe transversale, on voit les anneaux de vie. Très bien. Donc on voit les anneaux de naissance et on voit à chaque fois des circonférences qui augmentent en fonction de l'âge. Eh bien, l'être humain, quand il naît, ça part du même principe. Il part d'un noyau et à chaque fois qu'il prend un an, ses anneaux de vie à lui augmentent. Donc il se charge en anneaux. Bon, mais il se charge en anneaux, mais en plus en anneaux par rapport à l'environnement, mais par rapport au schéma parental et par rapport au schéma sociétal. Donc pouvons-nous dire que les anneaux qui sont le plus en périphérie sont des anneaux qui sont les plus chargés, les plus lourds? Alors, ce sont les anneaux qui sont
en périphérie qui sont les plus lourds ou pas forcément. Ah. Parce que si tu as une éducation légère, en harmonie avec la nature, les animaux sont légers, sont harmonieux, etc. Donc les valises te sont de moins en moins lourdes. Ah, entendu. Mais plus les valises sont lourdes, plus tu es chargé au départ. Ça dépend quels sont tes parents. Très bien. Quels sont les schémas qu'eux-mêmes ont reçus. Très bien. Donc ils te transmettent, dans tes propres anneaux de vie, ils transmettent leurs peurs, leurs angoisses, leur propre narcissisme et leur propre histoire. Et donc, pour peu qu'il y ait lourdeur, plus ou moins grande et plus ou moins de valises, toi, ta préconisation, ta recommandation, pour revenir dans une conversation la plus courante possible avec l'inconscient, nous sommes bien d'accord, toi, ta préconisation, c'est qu'il faut se débarrasser des valises. Il faut se débarrasser des valises qui vont nettoyer les anneaux, année après année. On va ensuite, par un phénomène d'entonnoir, si vous voulez, admettons que les anneaux sont disposés comme cela, de la naissance jusqu'à là, on va faire le chemin inverse, on refait cet entonnoir par strates, parce que les strates, on les descend, et quand on arrive en son centre, on arrive à un phénomène très important que j'appelle moi le trou noir. On traverse le trou noir, parce que le trou noir, au niveau de l'astrophysique, c'est ce qui mange la matière, qui fait un tourbillon, une spirale qui est descendante, qui fait que ce trou noir avale toute l'énergie d'une galaxie en fin de compte. Donc, et lorsqu'il a mangé toute cette énergie qui tourne à l'intérieur et qui mange cette énergie, il sort de l'autre côté, un faisceau de lumière d'une violence inouïe de l'autre côté. Absolument. Ce qui fait que à ce moment-là, lorsqu'on arrive, en faisant les valises en cuir, qu'on arrive vers son centre... Revenons quelque part vers notre naissance. Vers notre naissance. Très après, bien. On arrive à in utero. Et à l'in utero, bien sûr. Oui. Après, à la conception. Et après, on va vers les vies antérieures de nos ancêtres. Donc, et à ce moment-là, il y a, au niveau de la psyché, de transformation du conscient, qui arrive, ça modifie tes rêves, la perception de tes rêves, ça modifie tes intuitions, ça modifie ta télépathie, et donc à ce moment-là, tu arrives à ce qu'on appelle à une conscience dite éveillée. Et là, tu rentres dans un couloir. Dans un couloir d'énergie. D'énergie et d'accélération. Là, tu atteins alors un autre stade de conscience, si on parle de conscience, c'est bien cela. Toutefois, donc oui, la vitesse d'évolution est très différente, elle est multipliée par n, et c'est ce qui permet donc, si j'ai bien compris, au minimum une double chose. La première, c'est d'être une personne rayonnante, parce qu'en règle générale, dans ces cas-là, il y a une forme de lumière, plus ou moins visible ou invisible, qui émane de toi. Et deuxièmement, c'est la possibilité d'accéder à des vies antérieures. Tout à fait. Donc, nous l'aurons compris, c'est si tu déroges par ton principe fondamental à bien des êtres humains, c'est-à-dire si toi tu estimes que Dieu et c'est l'inconscient, c'est ça. Ok. Par contre, une notion partagée par quelques spiritualités telles que la réincarnation ne te dérange pas. Au contraire, absolument. Toi, tu l'as. Tout à fait. On est la réincarnation, on est la somme de nos aïeuls. Nous sommes la somme de nos aïeuls. C'est ça. Entendu. Mon cher Lionel, le temps est passé vite. Oui. Enfin, j'espère qu'il a été en tous les cas instructif pour nos chers amis. En résumé donc, un langage de l'inconscient qui communique en permanence, plus ou moins au travers de 3 grands chemins. Nous en réceptionnons les messages. Première possibilité d'en réceptionner les messages, les rêves. Deuxième possibilité, la télépathie. C'est ça. Et enfin, l'intuition. C'est cela. Mon cher Lionel, la prochaine fois, si j'ai bien compris, on parle de la relation, des échanges entre le conscient et l'inconscient. Tout à fait. Beau programme en perspective. Merci de nous avoir écoutés, et puis en espérant que d'une certaine manière, ça vous ait à la fois aidé et intéressé. À très bientôt. Au revoir, mon Philippe. Ok, au revoir Lionel. Au revoir. Ça marche.